le Premier ministre Emmanuel Macron ce matin à Massakuri. Augmentation des prix du transport en commun et des usagers de s'affluer après ce premier et précision dans ce journal. Le PCT session de juin 2012 début d'exécution ce mardi sur l'ensemble du territoire national. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Comme tous les lundis et à la demande de certains de nos téléspectateurs, nous vous proposons en seconde rediffusion l'éditorial relatif aux différentes réformes dans les entreprises et les sociétés publiques et privées. Il est signé Amat Makaya. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans la gestion des entreprises et ou sociétés publiques ou privées, une réforme mal conduite est pire que pas de réforme du tout, en ce sens qu'elle conduit à une situation hybride. On part d'un point de départ où il est quasiment impossible d'y revenir et la situation reste fatalement inaccessible. Fort malheureusement, une bonne partie de nos entreprises ou sociétés soumises au passage obligé de la case réforme se sont retrouvées dans cette conjoncture. Les institutions internationales qui nous ont parfois contraints aux réformes quasiment à la dictée ont sans doute par endroits péché par une expertise fort critiquable, avec par endroits des copier-coller d'une facilité déconcertante. Aujourd'hui, plus de 10 ans après les fameux programmes d'ajustement structurel, nous attendons encore le bilan et l'inventaire. Il est peut-être venu le moment d'ouvrir le débat sur la question. Comment assurer une croissance durable si les rapports d'audit sont tout simplement inexplorés? Dans la quasi-totalité des entreprises et ou sociétés, les rapports d'audit sont classés secret défense, personne n'y a accès, surtout pas les journalistes, et ceci sans compter que les conclusions des auditeurs sont souvent, on va être gentil pour dire consensuelles, et souvent aussi tirées autour d'une bonne table bien fournie, et de préférence dans l'hôtel le plus huppé, souvent enfin la nuit tombée, car comme on l'a dit en Afrique, la nuit porte conseil. Les auditeurs eux-mêmes ont trouvé la dérobade en qualifiant leur travail d'audit conseil. Voilà qui dit tout. Le cas de la défunte ST2E, Société tchadienne d'eau et d'électricité, sur lequel je promets d'y revenir, en est l'illustration la plus éloquente. Un sacré gâchis, si l'on y prend garde, la gestion de l'eau sera dramatique pour nos populations. Or, l'eau, on le sait, est un enjeu vital. C'est à juste titre que le président de la République, en plus de l'avoir accordé une attention accrue, l'a inscrit au rang des priorités de première urgence pour son mandat en cours. Il me semble qu'il nous faut une réflexion systémique autour de la question de l'eau. Les pédologues sont formels. Notre pays, par endroits, présente des socles où l'accès à l'eau est laborieux et voire impossible. Alors que faire? Pour peu que les spécialistes soient sollicités, des pistes sont envisageables. Notre pays regorge des matières grises insoupçonnables qui pourrissent à l'ombre des grands arbres des ministères. Nous en avons aussi des bien formés aux frais du contribuable tchadien, mais qui offrent leur science ailleurs. Il faut bien qu'ils s'occupent. En aval, une diaspora qui ronge les freins en attendant l'hypothétique appel du pays. Or, jusqu'ici, les différentes stratégies nationales implémentées n'intègrent ni la dimension des ressources humaines locales, encore moins celle de la diaspora. Il en est de même de l'appui des partenaires au développement qui, dans certains cas, il faut l'avouer, font recours à de l'expertise extérieure qui rappelle étrangement ce qu'on appelait jadis coopérant, une vraie relique de la colonisation. Plus d'une fois, il a été rappelé par le chef de l'État la capitalisation des ressources humaines nationales, mais hélas, la mayonnaise a du mal à prendre. Et pourtant, ce pays que nous n'avons pas choisi ne sera que ce que l'on voudra qu'il soit et rien d'autre. Il n'y a ni miracle, ni géomancie. Vivement lundi prochain. Voilà l'éditorial de l'Honneur TV. Et puis, je le disais dans les titres, le Premier ministre Emmanuel Nadingar à la tête d'une forte délégation composée des membres du gouvernement et des techniciens séjourne depuis ce matin à Massakuri, dans la région de Adjerlamis. Cette descente gouvernementale s'inscrit dans le cadre de l'opération Cobra, initiée par le ministère de la Justice et de la promotion de la bonne gouvernance. Le point avec notre envoyé spécial Kangatoué. Massakuri, chef-lieu de la région de Adjerlamis, situé à 150 km de Djamena, s'est paré de ses beaux draps pour accueillir les autres venant de la capitale. Il s'agit du Premier ministre Emmanuel Nadingar. Il est accueilli par le gouverneur de Adjerlamis, Djida Moussa Outman.
population de Massakori, les autorités administratives, militaires, traditionnelles et civiles se sont mobilisées pour donner un cachet particulier à cette cérémonie de lancement de l'opération Cobra dans la région de Adjerlamis. C'est la résidence du gouverneur de la région de Adjerlamis qui a servi de cadre d'échange à la première rencontre avec les autorités de la région. Ravi de cette visite de travail, le gouverneur Djida Moussa Ousmane se dit honoré par la présence du Premier ministre dans sa circonscription. Djida Moussa Ousmane et le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar partagent le même point de vue sur les actions politiques du chef de l'État Idriss Déby Itno. Cette action politique prône la bonne gouvernance. Pour le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar, l'opération Cobra, dont il procédera au lancement, exige une réelle volonté politique au sein des services déconcentrés de l'État dans les régions du pays. Aussitôt arrivé, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a eu une séance de travail avec le comité interministériel chargé d'inspection et de contrôle de l'opération Cobra. C'était en présence des autorités administratives de la région. Pour les détails, nous retrouvons une fois de plus notre envoyé spécial au Grand Batanigma. 7 jours après son arrivée dans la ville de Massakori, la mission d'inspection et de contrôle a passé au pain fin le fonctionnement de tous les services déconcentrés de la région. Les résultats des travaux sont présentés devant le Premier ministre Emmanuel Nadingar. Le gouverneur de la région, Djida Moussa Ousmane, a saisi cette opportunité pour souhaiter la bienvenue au chef du gouvernement et sa délégation. C'est une réunion de pré-évaluation qui s'est déroulée dans les locaux du gouvernorat, et cela en présence des membres du gouvernement. Le secrétaire général adjoint de l'assainissement public et de la bonne gouvernance, Jamal Dirmi Haroun, a fourni des explications au chef du gouvernement Emmanuel Nadingar sur l'enquête minutieuse menée dans le cadre de l'opération Cobra. Résultats, 2 rapports ont été produits par le comité interministériel. Le ministre de la Justice, Abdoulaye Sabre Fadoul, a signifié à l'assistance le but de cette opération qui vise à assainir les finances publiques et restaurer l'autorité de l'État. Le premier rapport porte sur le contrôle administratif et financier des administrations, des services déconcentrés de l'État dans la région de Adjerlamis. Il s'agit de l'administration du territoire, de la sécurité publique, de l'environnement, des finances, de l'élevage, de la santé, de l'hydraulique urbaine, de l'agriculture et l'irrigation, l'éducation et la santé publique. Le deuxième rapport est relatif à la situation sécuritaire dans la région de Adjerlamis. Il ressort de ces rapports produits par les inspecteurs et contrôleurs qu'un certain nombre d'insuffisances et d'irrégularités, des détournements de fonds et autres malversations financières ont été constatés dans tous les services. Le chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, prend part ce mardi à une grande rencontre de restitution sur l'opération Cobra dans la région de Adjerlamis. Et puis sachez que peu avant de quitter la capitale pour Massakori, le Premier ministre a reçu en audience le sultan du Damagaram, région des Indes, c'est au Niger. Aboubakar Sanda venu prendre part à la cérémonie d'intronisation du chef de Johana. Au menu des entrevues, les liens historiques qui unissent certaines tribus du Niger et du Tchad. Asiran Batumar. C'est Sa Majesté Aboubakar Sanda, sultan d'Amgram, région des Indes en République du Niger, qui a été reçu par le Premier ministre Emmanuel Nadingar, venu initialement pour prendre part à l'intronisation du chef de canton Assala, Ousmane Hissène Bourman, dans le département d'Ababa. Le patriarche d'Amgram n'a pas oublié les autorités politiques. Il a été question, au cours de cet entretien très cordial entre le Premier ministre Emmanuel Nadingar et Aboubakar Sanda, des relations historiques qu'entretiennent certaines tribus du Niger et du Tchad depuis la nuit des temps. Sa Majesté Aboubakar Sanda l'a dit à sa sortie d'audience. C'est l'occasion pour moi donc, de venir au nom de tous les chefs du Niger pour assister à l'intronisation de notre frère ami, le chef de canton. Et en plus, on a profité quand même pour venir saluer le Premier ministre et aussi lui transmettre donc, le message de tous les Nigériens, message de paix et de bon voisinage entre nos deux pays. Son déplacement pour assister à l'intronisation du chef de canton Assala témoigne bien de ce souci de renforcer ses anciennes relations
que les tracés frontalières ne peuvent rompre. Dans l'après-midi, le sultan du Damagaram Aboubakar Sanda a rendu visite au sultan de N'Djamena, Sa Majesté Kachala Kasser. Il s'est agi entre les deux chefs traditionnels d'échanger des idées sur les questions de leur trône respectif en vue de mettre en place un mécanisme de rapprochement des deux communautés. Le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abali Salah, a fait un point de presse ce lundi. Il est relatif à la participation du Tchad à la 101e conférence internationale du travail tenue à Genève, en Suisse. Voici l'extrait. La délégation que j'ai eu à diriger a pris part à la 101e session de la conférence internationale du travail du PIT à Genève. Pendant les travaux, nous avons eu à échanger sur le point suivant: l'emploi des jeunes, les socles de la protection sociale et les normes du travail. En marge des travaux de la conférence, le Tchad a pris part au conseil d'administration de la CRADAT et du CIPRES. En plus du conseil d'administration, j'ai rencontré avec ma délégation le directeur général régional du PIT, à qui nous avons eu à lui présenter nos ententes dans le domaine des renforcements des capacités de nos agents de l'administration du travail. Au vu de ces échanges, le directeur général régional du PIT a marqué sa disponibilité à accompagner l'action gouvernementale. Nous pensons que ces échanges ont été très fructueux et dans les jours à venir, le BIT envoyera ses experts travailler avec les experts de mon département en vue de réaliser les différentes actions qui ont été programmées. Voilà le ministre de la fonction publique et du travail, Mohamed Abali Salah, dans des propos recueillis par Adouma Abdelkader. Et puis ce communiqué de presse avant de poursuivre cette édition, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Moussa Faki Mahamat, et quelques hauts cadres du département se trouvent depuis hier à Rabat, au Maroc, où se tient depuis ce matin la conférence extraordinaire des ministres des 28 pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAD, sous la direction du chef de la diplomatie tchadienne, par ailleurs président du conseil exécutif de la SINSAD. Les ministres présents à la réunion du Rabat planchent sur la charte révisée et sur d'autres textes qui régissent la dite organisation. Tous ces documents ont été examinés, comme vous le savez, les 4 et 5 juin, ici à N'Djamena par le comité ministériel restreint chargé de la réforme de la SINSAD. En visite de travail dans le département du lac Léré, le ministre des Affaires foncières et du domaine a animé un meeting populaire à Guégou. Jean-Bernard Padaré est allé transmettre le message du président de la République axé sur la paix, la cohabitation pacifique, le pardon ou encore l'amour du prochain. Le ministre des Affaires foncières et du domaine, Jean-Bernard Padaré, par ailleurs président du comité de suivi des projets du chef de l'État dans le département de Lac-Léré, est à Guégou. Ici, Jean-Bernard Padaré et sa suite ont été chaleureusement accueillis par la population. Le fils du terroir Jean-Bernard Padaré est porteur du message du chef de l'État Idriss Déby Itno. Un message axé sur l'unité et la cohésion sociale entre les différentes communautés des aguerris géographiques et partant du Lac-Léré. À l'occasion de cette visite, plusieurs intervenants se sont relayés pour féliciter le chef de l'État pour sa ferme volonté de développer le département de Lac-Léré en général et partant son investissement en faveur de la localité des Aguérés en particulier. Un investissement qui s'est concrétisé par la construction d'infrastructures sociales et l'octroi de microcrédits aux femmes et aux jeunes. Fort satisfait de l'appui du chef de l'État, le ministre des Affaires foncières et du domaine a invité la population de la sous-préfecture des Aguérés à le soutenir dans sa politique de développement socio-économique du pays. Son Excellence, le président de la République a estimé qu'il devrait y avoir un lycée moderne à Zaguéré. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il sait que Zaguéré abrite un centre de baccalauréat et que Zaguéré a un problème d'infrastructure
scolaires, notamment secondaires, et qu'il fallait absolument qu'il y ait un bâtiment qui puisse abriter ce lycée. Ce n'est ni en opposition à qui que ce soit, ni en opposition à quoi que ce soit. Il faut que nous le sachions. Le chef de l'État, c'est le père de la nation. Il est là pour réunifier, pour unir, pour rassembler, et non pour diviser. Pour la population des Aguérés, les efforts consentis par le président de la République, Idriss Déby Itno, pour sortir le Tchad de la pauvreté sont tangibles. Et puis, bref, l'ONRTV est honoré par le choix de son directeur général adjoint, Ahmad Makaila, qui a été retenu parmi les jurés du Festival international de la télévision de Monte Carlo. Ce festival ouvert hier à Monaco par le prince Albert II et à sa 52e édition. À travers donc le directeur général de l'ONRTV, c'est toute l'ONRTV qui est honorée et saluée pour les efforts fournis quelques années seulement après la montée sur satellite des signaux de la télévision et de la radio. Campagne de sensibilisation initiée par les membres de l'ITUE se poursuit. Entendez donc initiative pour la transparence dans les industries extractives. Ce matin, les agents du Conseil social, économique et culturel, les CESOC, qui ont été édifiés sur le bien fondé de la démarche de l'institution pour la validation du rapport de l'exercice 2012. La transparence dans la gestion des ressources naturelles, clé du développement, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation organisée par l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Tchad. Le coordonnateur de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Tchad, accompagné de ses collaborateurs, a échangé avec le personnel du Conseil économique et social sur les normes développées à l'échelle internationale qui favorisent la transparence des revenus des ressources naturelles exploitées. Nous voudrions que les agents et les responsables des institutions représentées dans les différents organes de l'ITIE soient quand même informés des activités de l'ITIE pour qu'ils soient de véritables traits d'union entre l'ITIE et leurs milieux de travail et leurs milieux de vie de tous les jours. L'initiative pour la transparence dans les industries extractives Tchad vise 3 objectifs principaux qui sont assurer la transparence des paiements et des revenus générés par les industries extractives, rendre cette information accessible à la société civile et au grand public et favoriser la bonne gestion de cette richesse. Nous avons rencontré des difficultés, nous en avons actuellement, mais nous agissons quotidiennement pour les dépasser, pour réaliser les objectifs pour lesquels nous sommes désigné par l'État tchadien pour faire face donc aux impératifs de l'ITIE au Tchad. Le coordonnateur de poursuivre que cette campagne de sensibilisation se fait en prélude au rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives qui sera présenté en octobre 2012 pour l'adoption. Témoigner sa reconnaissance à la population de Machaga située dans le 8e arrondissement de la capitale, c'est pour avoir porté son choix sur sa personne. Et bien c'est l'objet de la descente du député Abdoulaye Choua. Il était accompagné de quelques-uns de ses collègues députés. Machaga Isanga. Machaga, localité située à la sortie nord de N'Djamena dans le 8e arrondissement, réserve un accueil chaleureux à son député. Il s'agit du député Abdoulaye Choua. La population de cette localité a voté avec un score important Abdoulaye Choua afin qu'il le représente à l'Assemblée nationale. Le président du comité d'organisation, le directeur de campagne et autres interventions visent à accomplir les promesses tenues par le député à la population de Machaga. Très ému et reconnaissant, le député est allé à la rencontre de ces derniers pour les remercier. Pour la circonstance, il est accompagné de ses collègues députés. Abdoulaye Choua rassure ses électeurs quant à la réalisation des promesses faites pendant la campagne. Pour illustrer son engagement, le député Abdoulaye Choua a inauguré le tuyau-pompe offert à la population. Selon le député, l'eau est une matière indispensable pour la vie des citoyens. C'est pourquoi il a posé le premier jalon par ce tuyau-pompe. Cet acte humanitaire et salutaire a réconforté
la population de Machada. Pour les reportages maison de ce journal à présent, parmi les différentes mesures prises par le ministère de la Sécurité publique et de l'immigration en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes, au Tchad figure celle de la limitation du nombre de passagers à bord des transports en commun, ce qui du coup a amené les conducteurs à augmenter les prix du transport urbain. Une de nos équipes a fait le tour des différents axes ce matin. Voici ce qu'elle nous rapporte dans ce reportage signé Ghislain Tchani Koudou. Il faut désormais débourser 200 francs, sinon plus, au lieu de 150 pour se déplacer en taxi à N'Djamena. L'augmentation des prix de transport urbain intervient au lendemain de la décision prise par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmad Bachir, interdisant la surcharge des passagers. Cette augmentation de prix n'est pas du goût des usagers. C'est difficile avec nous, parce que maintenant, ils ont réduit le nombre de personnes. Et l'argent, ça serait le même qu'on paie avant. L'essence, maintenant, là, c'est moins cher. Ils ne peuvent même pas augmenter le prix. Selon les chauffeurs de taxi, l'interdiction de la surcharge leur est défavorable. Mais ils se disent prêts à réduire les prix de transport urbain si le gouvernement fait un effort pour revoir en baisse le prix du carburant. La Fédération nationale des syndicats de transporteurs urbains et interurbains, par la voix de son secrétaire général adjoint, se dit surpris par l'augmentation de prix sans l'avis du syndicat. Du côté du syndicat, nous n'avons pris aucune décision parce que tout de suite, nous sommes en consultation entre les 4 organes, y compris même les transporteurs interurbains. C'est communément appelé parc d'échange routier d'Abéché. Donc tout de suite, on vient de sortir. Pour le moment, on n'a pris aucune décision. On a déclaré à personne d'augmenter le prix du transport. La Fédération nationale des syndicats de transporteurs urbains et interurbains envisage de relancer le dialogue pour décanter la situation. Et puis, dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, l'association tchadienne des amis de la presse ATAP informe l'opinion nationale et internationale qu'elle prend acte de la série de mesures prises par le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Bachir, qui institue le port obligatoire des casques par les motocyclistes et interdisant également la mendicité, les activités des blanchisseurs au bord des fleuves Chari et Logone, la pêche et la traversée sur les fleuves N'Djamena, ainsi que l'installation anarchique des kiosques dans les artères de la capitale. Ces mesures, poursuit le communiqué, réglementent également le transport des personnes et des marchandises ou bagages sur l'ensemble du territoire national. Le communiqué porte la signature de Diasrabe Ferdinand, président du bureau exécutif. Brevet d'études du premier cycle de PCT session de juin 2012. Les épreuves écrites auront lieu ce mardi à travers le pays. Ce sont au total 93 000 candidats qui vont composer cette année. Déjà sur le terrain, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de ces examens. Le constat est signé de Barobert. Nous sommes à quelques heures du déroulement du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est un examen qui met fin aux études du premier cycle et ouvre une nouvelle porte pour les études secondaires. Dans les différents centres des examens, les enseignants s'attellent à la répartition des salles des classes et à la numérotation des tables bancs. De leur côté, les candidats vérifient la liste. Ici, à la Direction nationale des examens et concours du secondaire, tout est fin prêt pour ces examens. Les épreuves de l'écopée et autres matériels sont déjà déployés sur l'ensemble du pays. Nous avons dispatché toutes les épreuves dans les provinces et d'ici demain, je crois que tout va avoir lieu. Ce matin, le délégué de l'éducation nationale de la commune de N'Djamena est venu enlever pour les 3 inspections de la commune de N'Djamena. Donc nous attendons les réalisations demain. S'il y a problème, peut-être que nous répondrons au fur et à mesure qu'ils connaîtront. Après 9 mois de cours, les quelques candidats que nous avons rencontrés se disent optimistes. Je crois que maintenant c'est BPC, mais c'est comme si j'ai déjà mon BPC dans la tête. Par les BPC en lisant mes leçons et en faisant des exercices. Puis je suis sûr et certain, Inch'Allah, par la volonté de Dieu. Cette année, ils sont plus de 93 000 candidats répartis dans 477 centres que compte le pays. Parlons culture à présent avec cette bonne nouvelle. Le bureau tchadien du droit d'auteur a procédé ce matin à la répartition de redevance du droit d'auteur aux artistes. Il s'agit de la 2e répartition de l'année 2011. La cérémonie a lieu au Musée national en présence du secrétaire général du ministère de la Culture. Le point avec Adam Abdelkader. Depuis la création du bureau tchadien du droit d'auteur
d'auteurs, les artistes tchadiens, du moins ceux qui sont affiliés à cette institution, vivent de fruits de leur création. Mieux que la première répartition, cette deuxième opération de distribution des redevances concerne plus de 200 artistes, toutes catégories confondues, de la corporation. Ils récoltent le fruit de leur travail. Même si cela ne tombe pas souvent, cette redevance versée pour leurs prestations représente beaucoup pour les artistes. Nous, les artistes tchadiens, on est joué partout et les autres ne savent pas comment ils utilisent nos œuvres à des ordres, ils ne veulent pas nous aider. Mais le Budra a pris son travail, il a vraiment fait son travail. Oui, le geste est modeste, c'est pas dire que je suis content, je suis pas content, mais je dis que le Budra a pu faire d'efforts, beaucoup d'efforts. Le Budra, mis en place pour recouvrir les droits des artistes auprès des utilisateurs, cette société de gestion collective des droits d'auteur a de pain sur la planche pour l'accomplissement de sa mission. Dans la logique de promouvoir tous les secteurs de la culture, le ministère de la Culture entend appuyer et encourager le Budra. La mission est certes difficile mais noble, et réclamer le droit d'auteur auprès des utilisateurs d'œuvres de l'esprit est une vraie demeure. Et pour cela, je vous exhorte à plus de persévérance, d'abnégation et surtout à plus de sacrifices. Le ministère, quant à lui, est disposé à vous appuyer afin que vous puissiez monter en puissance et afin que les artistes puissent bénéficier donc des droits qui doivent leur revenir. Le secrétaire général du ministère de la Culture, Netio Abo, invite par ailleurs les artistes à s'affilier au Budra afin de jouir pleinement de leur création. Et avant de nous séparer, je vous donne la lecture de ce décret numéro 917 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après: secrétaire général Aboubakar Oudé Ousta, en remplacement de M. Amin Ousmane, appelé à d'autres fonctions. Secrétaire général adjoint Lagnaba Kakian, en remplacement de M. Pichara Birahim Hagar, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena, le 11 juin 2012, Idriss Déby Itno. Décret numéro 918 portant nomination à des postes de responsabilité toujours au ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après: et direction de cabinet, directeur Laoumaïbao Netouyo, conseiller technique Dr Touba Bedingar. N'Djamena, le 11 juin 2012, Idriss Déby Itno. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Téléchat et surtout visitez notre site www.onrtv.org. Bonsoir et à demain.